Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir et d'accueillir Monsieur François Berléand pour ce grand entretien que nous organisons à la Cité du Vin. Donc, vous allez passer un petit moment avec lui ce soir, donc 1 heure de rencontre, une interview menée par Jérôme Baudouin, qui est rédacteur en chef de la Revue du Vin de France. Et à l'issue de cette heure, vous pourrez poser vos questions. On fera circuler un micro, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Monsieur François Berléand. Et puis, les personnes qui sont sur Zoom aussi, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Voilà, donc à l'issue de cette heure et demie, on vous invite au premier étage pour un verre de dégustation. Et nous tenons à remercier notre partenaire et mécène H&A pour son soutien fidèle et précieux sur ces grands entretiens qui nous permettent de continuer à vous proposer des intervenants de qualité, des grands entretiens et de maintenir ces rendez-vous gratuits. Voilà, donc je laisse la parole à Jérôme Baudouin et à Monsieur Berléand. Bonne soirée. Bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir un très grand comédien qui a joué dans plus de 120 films, dans des dizaines de pièces de théâtre et qui est avant tout un amateur de vin, un grand amateur de vin. Et donc il va nous parler ce soir de sa relation étroite avec le vin en tant que passionné, en tant que dégustateur. Vous allez voir, on va apprendre plein de choses. Et on va aussi créer des ponts entre le monde du vin et le monde des acteurs, à travers la mémoire, l'identité, le jeu. Et je vous demande d'applaudir chaleureusement Monsieur François Berléand. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je pensais qu'on serait une vingtaine, c'est tout. Alors, je suis très surpris. Pardon. Bonsoir. Merci de m'accueillir dans cette cité absolument incroyable que j'ai vue plusieurs fois parce que je suis souvent bordelais. Et je me suis dit, mais comme je ne suis pas un grand amateur de l'architecture moderne, je n'ai jamais eu la curiosité, vous voyez, de venir ici. Et depuis que je suis là, je ne reviens pas de la qualité, de la beauté de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, merci de m'accueillir. Merci François. C'est un vrai plaisir. Et puis, écoutez, j'espère que ce ne sera pas du tout une classe sur le vin. Hein. Moi, je suis un amateur, j'aime le vin. J'aime les vins qui sont bons, je n'aime pas les vins qui sont mauvais. Et puis, voilà, ça va pas plus loin que ça. Ne me faites pas une dégustation, surtout en ce moment. Parce que j'ai malheureusement un Covid long qui fait que j'ai une partie de l'odorat qui est partie, tout simplement, le goût. Et donc, en ce moment, je suis en train de récupérer en prenant beaucoup de pastilles menthe. Comme je suis en plus un ancien fumeur, donc je n'ai pas le droit aux huiles essentielles. Parce que je crois que c'est un peu le seul moyen, malheureusement, de retrouver un peu de stimuler le. Ouais, de stimuler. Je n'ai pas le droit. Donc voilà, je fais du sauna. Bon. C'est pas brillant. Donc, on en reparlera. Mais il y a quelques petites choses qui reviennent au fur et à mesure, et notamment dans le vin. On l'a vu tout à l'heure. Et le chocolat. Donc si vous avez des chocolats, pas mal. vous pouvez chocolat. On peut parler du chocolat si vous voulez. Bon, vous êtes dans la région parce que vous êtes en train de jouer une pièce avec Sophie Marceau. Quelle est cette pièce Alors, c'est une pièce qui s'appelle La Note, d'Audrey Cheba. C'est une pièce à 2 personnages, donc avec avec Sophie Marceau, avec moi-même. J'ai la chance d'être le mari de Sophie Marceau. Et pas mal, hein. Ouais, et c'est une chance. Je sais que je suis jalousé, voilà. Elle m'embrasse même sur les lèvres, c'est pour vous dire. Et à un moment donné, à la fin de la pièce, elle se retrouve sur moi. Donc, voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Voilà. C'est une pièce qui est écrite pour vous, en fait. Ouais, sur une pièce. Alors c'est un peu sur la. Au tout début de la pièce, je me suicide avec une corde et je me pends. Et elle arrive juste au moment où je vais sauter. Donc évidemment, sinon il n'y aurait pas de pièce.
Et puis donc elle me demande pourquoi je n'ai pas laissé de lettre d'adieu. Et là s'ensuit toute une longue discussion sur le couple. Mais c'est une pièce assez intéressante. C'est des questions que tout le monde qui est en couple depuis un certain temps se pose. Pourquoi on reste? Pourquoi on ne part pas? Et pourquoi surtout on reste aussi? Pourquoi on reste? C'est important. Et c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que nous sommes sur scène. Enfin, nous faisons l'amour sur scène. Habillés. Donc tout est bien qui finit bien. Voilà. Et vous allez jouer la fin de la semaine à Mérignac et Arcachon. On joue à Mérignac et on va jouer à Arcachon. Tout est complet. Et je ne peux rien faire. Malheureusement, sauf si vous demandez à un monsieur qui s'appelle Fabien Sourceau. Qui est là. Qui est là quelque part et qui peut peut-être avoir 2 places par-ci, par-là. Mais voilà, on joue à Pau, c'est complet. On joue à Biarritz, c'est complet. On joue... voilà. Bon, alors, quand on est c'est comédien... pas de ma faute, c'est de la faute de Sophie Marceau. C'est Sophie Marceau qui remplit toutes les salles. Elle a fait... Écoutez, c'est assez simple. Il y a eu un article dans le Figaro 3 mois avant la première. 2 jours après, tout était complet. Voilà, donc... moi, je peux vous dire que j'ai 2 pages dans le Figaro. Ce sera en aucun cas complet. Je ne sais même pas si quelqu'un téléphonera. Oui, à part moi, peut-être. Mais... Alors, quand on est un comédien, on joue plusieurs personnages. Est-ce qu'il vous est arrivé de croiser des vins qui, justement, révèlent plusieurs personnalités en les dégustant au fil de la dégustation? Est-ce que ça vous est arrivé? Oui, alors ça m'est arrivé. Alors, malheureusement, je ne sais plus le nom. C'était sur un vin du sud-est, plutôt de la presqu'île de Gien. Je ne savais pas qu'il cultivait du vin là-bas. Et c'était un vin, c'était Gérard Jugnot. Je faisais un dîner, on tournait un film à Marseille. Et il m'avait apporté ce vin. Donc il l'ouvre. Ça sentait très mauvais. Je ne peux pas vous dire quelle odeur. D'ailleurs, c'était... Et puis, il sert le vin. Je le bois. Et j'ai dit, écoute, on va peut-être rester sur les autres vins parce que c'est... Donc, c'était un vin qui... Un peu ingrat. Très ingrat, mais il était un peu champagnisé. Enfin, comme s'il était... Comme il était reparti en fermentation. Voilà, c'était une fermentation qui était... Mais vraiment... pourri, quoi. Ça sentait le cul de la vache. C'était pas un vin bio. Enfin, c'était épouvantable. Et puis, donc on boit du Bordeaux, d'ailleurs. Et puis, 1 heure après, je dis, tiens, on va voir ce que ça donne. Et on goûte. Donc déjà, il n'y avait plus cette fermentation. Et puis, ça sentait plus le cul de la vache. Ça sentait du vin. Quoi, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, ça sentait du vin. C'était assez très fruité. Et puis, je goûte, et j'ai dit, c'est pas mauvais. Et 1 heure après, le vin était extraordinaire. Extraordinaire, ouais. Et donc, c'est pareil pour le théâtre. Si vous voulez, vous avez des représentations, ça commence super mal. Et puis, au fur et à mesure, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a tout à coup quelqu'un qui donne la réplique un peu mieux qu'avant, et puis le public qui réagit un peu, parce que vous ne savez pas à quel point le public est important dans une représentation, mais une pièce, par exemple, à 2 personnages, et une pièce à 3, parce que c'est le public aussi qui décide si... C'est moi qui ai fait ça? Peut-être, oui. Oh la vache, pardon. Merde, excusez-moi. Ah ouais, bon. Eh oui, c'est moi, pardon. Je peux m'excuser, pardon. Hop, voilà, ça ne se fera plus. Et en fin de compte, c'est ça, c'est très souvent sur un spectacle. Soit ça commence très bien, ça peut finir très mal, ça peut être tout peut être formidable, hein, mais quelquefois on a des évolutions dans le jeu qui sont plus ou moins bonnes. Mais encore une fois, c'est souvent à cause du public. Par exemple, l'année dernière, je jouais Freud, et donc l'annonce était pour le téléphone. Mesdames et messieurs, le téléphone n'existait pas. Le téléphone portable n'existait pas du temps de Freud.
Est-ce que vous voulez bien fermer vos portables, s'il vous plaît? C'est très important. Vous le mettez sur mode avion, même pas vous le fermez parce que vous pouvez avoir une alerte. Et à un moment donné, donc j'étais en plein monologue. Et là, il y a un téléphone, non pas qui sonne, mais c'est quelqu'un qui appelle. Donc vraiment, il s'embêtait. Hein. Et donc il dit, oui, je suis au théâtre. Et je m'arrête de jouer. Quoi. Donc les gens disent, chut. Moi, j'arrête en plein monologue. Puis je le regarde surtout, parce qu'évidemment, on voit la lumière. Hein. Dès qu'un téléphone sonne, il y a la lumière, dès qu'on téléphone. Et donc, je savais que c'était un monsieur qui était au 8e rang, et je le regarde. Et puis, il me regarde, à un moment donné, il fait « Bah quoi ?» Je ne pouvais pas répondre, moi, puisque... Et puis, alors, il y a quelqu'un qui m'a fait « Vous allez éteindre votre portable ?»« Ah oui, oh là là, bon. » Et puis, voilà, j'ai continué. Donc, c'est particulier. Mais, donc, ça, évidemment, pour le spectateur, enfin, pour les spectateurs, c'était une implantation exceptionnelle, bien sûr, puisque c'est exceptionnel. Mais voilà, ça a donné, en fin de compte, une implantation assez mauvaise. C'est amusant parce que quand on goûte un vin, il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il y a une bonne ambiance autour de la table. Oui, oui. Et en fait, c'est un jeu à trois aussi. Oui, oui. Le dégustateur, le vin, voilà, c'est ça. et le public autour. Et puis le vin qui s'ouvre. Et le vin qui s'ouvre. Voilà, quand on l'a pas décanté, bon ben oui, effectivement. Alors, vous, dans votre petite enfance, vous avez été initié au goût, aux odeurs, par votre grand-père. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'il faisait? Alors, j'avais un grand-père maternel qui n'était pas spécialement alcoolique. Hein, c'est pas, mais voilà, il avait une passion pour le pomerol. Et donc, à chaque grande occasion, il ouvrait une bouteille de pomerol, mais alors c'était toujours des grands pomerols. Donc c'était le pin, la violette, et Pétrus évidemment, enfin, bon, et plein d'autres. Et puis il me dit 100. Alors j'avais 7-8 ans, hein, il ne me faisait pas boire. Et donc je sentais, et il me dit qu'est-ce que tu sens? Non, moi, à 7 ans, du vin. Elle leur dit oui, mais quoi d'autre? J'en sais rien, moi, je ne sais pas, etc. J'avais un frère aîné qui me disait, mais dis-lui, pas des fruits rouges, ça lui fera plaisir. Alors, il disait, des fruits rouges? Oui, mais encore. Donc c'était vraiment ça. Et puis après je disais, papy, je sais pas moi, j'y connais rien. C'est Philippe qui m'a dit que c'était du fruit rouge. Moi je sais pas, je sens du vin, c'est tout. Oui, mais alors. Et après il m'a fait sentir des fruits. Et puis ma culture est venue comme ça. Il dit tiens, je vais te faire sentir une groseille, je vais te faire sentir une cerise, je vais te faire sentir. Goûte, tu sens pas tu vois qui est une petite... Et je voyais pas. Franchement, je voyais pas du tout. Et puis, à 14 ans, quand il a commencé à me faire vraiment goûter le vin, donc... et là, il m'a dit, alors, tu le sens, les fruits rouges, tu le sens? Et pas du tout. Pas du tout. Et en fin de compte, je n'ai jamais senti les fruits rouges jusqu'à 18, 19, 20 ans. La première chose que j'ai sentie, c'était à l'époque, j'ai connu le Beaujolais nouveau, la première cuvée de Beaujolais nouveau, oui. Imbuvable, quoi, le truc. Et là, ça avait le goût de banane. Et pour la première fois, j'ai dit, oh, ça a le goût de banane. Et tout le monde dit, bah oui, c'est ça, ça a le goût de banane. C'est formidable, non? Bah, j'ai dit, ouais, pour du vin, c'est ouais, ça pourrait avoir le goût de raisin quand même. Et non, ça avait le goût de banane. Et puis, et à partir de là, il y a quelque chose qui s'est ouvert dans mon cerveau. C'est qu'effectivement, il pouvait y avoir des notes, des arômes. Des arômes. Et là, bon, à l'époque, le vin n'était vraiment pas cher. Pour le coup, les grands vins étaient très pas accessibles. chers. Oui.
Hein, je parle de ça, c'était les années 66, 67, 68. On pouvait acheter des grands vins pour 100 francs, quoi. Oui. Même si c'était une somme, hein, c'est pas la question, mais C'est pas les prix d'aujourd'hui. c'est pas 10 000 euros. C'est comme si quoi. aujourd'hui on achetait une bouteille 20 euros, quoi. Un très grand vin, 20 euros. Oui, voilà. Peut-être pas, mettons 50 en tout cas. Oui. 50 euros, une très grande bouteille de vin. Puisque je me souviens que moi j'avais acheté une bouteille de Pétrus en 78, 200 francs. Donc, Oui, donc c'est pas. c'était pas si cher que ça. C'est pas quoi. si cher que ça. Ouais. Même si c'était cher en soi, je sais pas. Et, et là, c'est là où j'ai commencé à dire ah oui, là, effectivement, là ça a peut-être un peu le goût de mûr, peut-être un goût de caramel, peut-être à l'odeur, les odeurs, c'est bizarre. Il y a une odeur de cuir, enfin des odeurs tout à coup différentes Tout à fait. qui venaient. Et puis moi, pendant très très longtemps, je suis resté Bordeaux, jusqu'à les années 2000. Où bon, alors rouge en Bordeaux, blanc c'était quand même Bourgogne. Ouais, vraiment Bourgogne. Et puis le reste n'existait pas, quoi. C'est vrai que le Languedoc c'était imbuvable, tout était imbuvable. Et puis un beau jour, je suis en tournée à Montpellier et je vais dans un restaurant qui s'appelait le Jardin d'Essence, des Frères Pourcel. Des Frères Pourcel, oui. Et ils nous attendent et ils nous invitent. Enfin, et on dîne chez eux. C'était avec Richard Berry. Et le sommelier dit qu'est-ce que vous voudriez boire je dis écoutez, je sais pas, je connais pas la région. Me disant bon, est-ce que vous voulez goûter un vin de la région? Je dis, vous êtes sûr? Oh, écoutez, on en est très bon. Bon, écoutez, mais si jamais on n'aime pas, on a une carte importante, donc vous choisirez, etc. Et donc, j'ai fait la connaissance d'un vin qui s'appelle le Puech Haut. Oui. Oui. Et là, tout à coup, j'étais c'est pas mal. Assez emballé par le. Et après, je n'ai eu de cesse de tout à coup découvrir tout le terroir français, qui est, Dieu sait s'il est important. Et voilà, je prends beaucoup de Pic Saint-Loup, je prends beaucoup de Terrasse du Larzac, je prends évidemment toujours du Bordeaux. J'ai la chance d'avoir une allocation de Pétrus. Donc j'ai aussi un vin qui s'appelle le Sauteloup, qui est la réserve de la famille Moueix. La famille Moueix. Et notamment, alors c'est ça qui est formidable, c'est parce que peut-être que beaucoup de gens étaient là pour François-Xavier de Maison, mais François-Xavier de Maison n'avait jamais bu ce vin. Il a trouvé ce que c'était. Non. Ouais. Il l'avait jamais bu, pour la bonne raison que. C'est pas commercialisé. Voilà, c'était pas commercialisé. Et il a vu assez vite que c'était un Pomerol. Et puis il a dit ça ressemble à du Pétrus quand même. Mais c'est pas du Pétrus, c'est pas. Oh, ça veut pas être à côté, c'est pas le pain, c'est pas. Non, je dirais que c'est une réserve de la famille. Il y avait Pierre Gagnère, il y avait Stéphane de Groot qui pourront confirmer si vous les invitez. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand vous êtes jeune. Oui, j'étais jeune il y a longtemps. Hein. Quoique j'ai fait des rôles de vieux très jeune, moi. À 50 ans, j'étais déjà un grand-père, un petit-fils de 26 ans. Je l'avais eu jeune. Oui. Dans les années 70, vous venez jouer à Bordeaux, au théâtre. Oui. Mais vous faites une rencontre déterminante voilà. avec un certain Monsieur Coste. Voilà, tout à fait. Alors d'abord, c'était avec Monsieur Paquet. Par contre, c'était une pièce, c'était La Cantatrice Chauve, qu'on avait montée en 78. Je crois que c'était 76, 78. Donc il y avait Dominique Sandrel et Raymond Paquet. Ils étaient en couple tous les deux. Et Dominique Sandrel m'a dit, je connais très bien Monsieur Coste, puisque tu veux faire tu voudrais faire une cave. Oui. Voilà, tu vas aller chez Coste à Libourne et puis ils te font des prix. Et, voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première cave pour 10 000 francs, qui était une somme à l'époque. Et je me suis fait livrer je sais pas, il y a une trentaine de caisses de très très bons vins. Il y avait beaucoup de seconds vins, mais beaucoup de premiers vins aussi. Justement du Pétrus, mais il y avait beaucoup de seconds vins
qui n'était pas encore à la mode, mais qui était assez... De très bonne qualité. Ouais, c'était Il y avait Pichon formidable. Comtesse, je crois aussi. Comment ? Il y avait du Pichon Comtesse aussi. Absolument, tout à fait. Alors, Pichon-Comtesse, c'était pas... Alors ça, c'était pas Barcoste. En fin de compte, il y avait un domaine qui s'appelait le domaine des Garcieux, qui était En fin de compte, je crois qu'on n'avait pas le droit, quand on est un grand vin dans le Bordelais à l'époque, on n'avait pas le droit de sortir tant de bouteilles, plus que ça. Je crois, c'est vrai. Il y a toujours une quantité, oui. Ouais, enfin, on n'a pas le droit de plus. Et donc, comme il y en avait plus, bah, il donnait ça aux amis de la famille. Enfin, il donnait ça. Il vendait ça aux amis de la famille. Et c'était des vins que je touchais à 30 francs. Mais c'était comme de la comtesse, quoi. C'était vraiment le. C'était excellent. Donc, c'était le vin de table. C'était c'était le vin de Madame table. la Présidente qui arrive. Madame la Présidente. Je vais apprendre depuis le début. Non, mais vous verrez, il y a des. C'est enregistré, pas. C'est pas très intéressant, de toute façon, ce que je dis. Et. Oui, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Et alors, ces bouteilles-là, vous allez mettre quelques années à les boire. Oui, alors bien sûr. Oui, tout à fait. Et puis, alors, moi, j'habitais à l'époque au 5e étage sur l'ascenseur. Et je faisais des dîners avec des gens du métier, des réalisateurs, des comédiens, tout ça, etc. Pour continuer à travailler, comprenez-vous. Donc je faisais très bien la cuisine à l'époque. Et puis les gens savaient que j'avais une belle cave, donc ils venaient. Donc à chaque fois je sortais, je me disais, bon, on est 8, je vais prendre 4 bouteilles. Et puis donc j'allais en bas dans la cave, 5 étages du coup. Enfin 6. Et puis je montais avec mes 4 bouteilles, j'étais fatigué. Et puis quand les gens arrivaient, je les servais. Et puis évidemment, au milieu du repas, il n'y avait plus rien, donc il fallait redescendre et reprendre 4 bouteilles et les rouvrir, etc. Mais jamais quelqu'un a dit « Oh, ils sont très bons, tes vins ». Et donc je me suis rendu compte, il a fallu à peu près 6 mois pour que je me rende compte que ces gens-là ne connaissaient strictement rien au bon vin. Et donc à l'époque, il y avait les vieux papes, hein, c'est ça ce qu'on avait Vieux dit, pape, oui. Le vieux pape. Et donc j'ai acheté. C'est un vin du Côte-du-Rhône, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai acheté très entrée de gamme. J'ai acheté du vieux pape et puis je leur faisais boire. Mettre dans les bouteilles, c'est ça? Mais non, parce que je vais vous expliquer. C'est que j'avais d'autres amis où je m'en foutais un petit peu parce que c'était pas important. Donc eux, on buvait du vieux pape, puis tout le monde était content, etc. On avait mal à l'estomac le lendemain, mais c'était pas plus grave que ça. Et les jours où je récupérais mes grands réalisateurs, etc., j'allais chercher mes bouteilles, évidemment, à la cave, et là, je transvasais. Je transvasais le grand vin dans le vieux pape et le vieux pape dans les très belles bouteilles. Et donc, j'ouvrais, je faisais semblant d'avoir ouvert. Je les ouvrais en amont. Oui, je les ai décantés pour qu'ils soient et ailleurs. Voilà, c'est ça. Et puis, et parce que un jour, vous m'avez jamais dit ce que vous pensiez de ces vins magnifiques. Ah oui, pardon, mais c'est vrai que c'est bon, ils sont bons. Et donc, ils commencent avec le vieux pape, et ils sont là. Et je vous jure que c'est vrai. Mais quelle merveille, mais quelle merveille. Et moi, je dis, non, mais je vais prendre le vieux pape. Non, François, non, mais j'en ai pas assez, j'ai plus beaucoup le vieux pape. Et après, quand même, il restait malgré tout du très bon dans le vieux pape. Et en fin de repas, je leur disais, ils faisaient, oh, quand même, ça n'a rien à voir, c'est pas brillant. Et je me suis dit, il m'a fallu 6 mois, il m'a fallu, je sais pas, 4 ou 5 caisses de vin pour comprendre que ces gens n'en avaient rien à faire. Rien à foutre. J'étais malheureux. Mais en même temps, j'ai dit, bon, ben voilà, au moins ils ont bu sans le savoir des bons vins, tant pis. Voilà. Heureusement, maintenant, il y a quand même des gens qui. Enfin, chez les gens que je connais, il y en a qui connaissent vraiment bien et ça fait plaisir. Vous êtes une bande de copains qui est quand même très amateurs de vin. Oui. Oui, là, pour le coup, là, ceux-là ont disparu, hein, de la scène, ceux dont je parlais. Et maintenant, c'est vrai, avec Pierre Gagnère, François-Xavier de Maison, Stéphane de Groot. Ouais, Stéphane de Groot. Et puis, il se trouve que je fais un jeûne tous les ans. Je vais à Marbella, je fais 10 jours de jeûne.
Et là-bas, il n'y a que des gens qui aiment évidemment la nourriture. Et donc, toute la journée, on ne parle que de vin, que de. Mais t'en fais pas, quand on va revenir à Paris, on va se faire un resto. Enfin bon, on parle que de ça. Et dedans, il y a. À chaque fois que j'y suis allé, il y avait Hervé Bizol, qui est un grand vigneron à Vingros. Voilà, à Vingros, à côté de Perpignan, et qui fait un vin qui est très cher, qui s'appelle la Petite Sibérie à 200 €, qui fait les sorcières, qui fait le Clos des Fées, qui sont vraiment des très très bons vins du coin. Il y a Sacha Lichine, la famille Lichine, qui fait un rosé à 300 son truc. Mais donc, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des gens qui aiment le vin. Il y a même des Australiens qui font du vin, je ne sais plus le nom, mais qui ont un des plus grands vignobles d'Australie. Et donc, voilà, en fin de compte, on se retrouve après, 3 ou 4 mois après, à Paris, on boit comme du bon vin. Mais Voilà. avec Hervé Bizeuil, vous avez quand même créé une cuvée ensemble. Oui. Alors, non, c'est lui qui a crevé, qui l'a fait, parce que moi, je suis incapable, je ne sais même pas comment on fait, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Mais il m'a dit, écoute, voilà, ce qu'on va faire, c'est que pour des vignerons en difficulté, je voudrais qu'on fasse un vin ensemble. Donc, moi, je suis incapable. Il dit, non, mais de toute façon, alors, parce que dans son vignoble, on fait un peu comme Bordeaux des assemblages, sauf que lui a le droit à tous les cépages possibles et inimaginables. Et donc, on a fait il me dit, voilà, qu'est-ce que tu aimes comme vin? Je dis, moi, j'aime bien le Bordeaux, j'aime bien les côtes-rôties, j'aime bien j'aime tout, moi. Et il me dit, non, mais qu'est-ce que tu aimes vraiment? J'ai dit, écoute, je crois que un de mes cépages préférés, vraiment, c'est la Syrah. Bon. Et bien, on va faire la Syrah, puis on va... Alors, donc, hop, il prend du robinet, tiens, voilà, ça, c'est trop fort, ok, on va mettre un peu de grenache, boum, allez, hop, grenache. Ouais, je sais pas, ça me manque un peu de... Attends, on va te mettre du Carignan, boum, puis... Ça. Tu veux du Merlot? Allez, tiens, il y a du Merlot. Ça commence à... Et puis, et puis à un moment donné, je fais, voilà, ça me plaît beaucoup. Et puis on a fait cette cuvée. Il a fait ce vin, parce que moi je suis incapable de le faire, et qui s'appelle Entre Amis, et qui était pour les vignerons en difficulté. On a fait deux millésimes. 2 millésimes, et qu'il a vendu pour les vignerons en difficulté. Je crois. Vous êtes sensible à ce qui se passe actuellement sur le vignoble? Vous suivez un peu l'actualité, l'arrachage, la déconsommation, tout ça? Le problème, c'est que non, parce que moi, vous voulez dire ce qui se passe en ce moment dramatique? Oui. Ah oui, bien sûr, oui, évidemment. Mais là, par exemple, j'avais fait un film qui s'appelle Champagne, et j'étais... je ne peux pas boire de champagne. L'acidité. J'aime le champagne, mais le champagne m'aime pas, donc j'ai un petit problème. Et donc j'étais avec tous les propriétaires de grands champagnes. Vous savez, genre les Jurades, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, je me souviens plus le nom. Et donc j'étais avec des Tinger, enfin tous les plus, la famille, etc. Ils me racontaient que le champagne, la dénomination champagne, n'avait plus le droit d'exister. C'était avant 2020. N'avait plus le droit d'exister en Russie. Oui. Le champagne, c'est russe maintenant. C'est ça. Voilà. Et eux, quand ils vendent leur champagne, ils n'ont pas le droit d'exercer du champagne. Oui, en Russie, oui. Ouais, en Russie, on n'a pas le droit. Oui, il faut mettre 20. Ça n'a pas tardé, je pense, avec Trump, hein, mais en tout possible. cas, en Russie. Donc, c'est terrible parce que les Russes étaient des grands consommateurs de champagne. Et là, ils se retrouvaient avec des... Donc, effectivement, l'arrachage, là, en ce moment, c'est violent partout, dans toutes les contrées, principalement en plus dans le Languedoc, où il y a un déficit hydraulique qui était terrifiant. C'est ça, oui. Et est-ce que vous êtes sensible, quand vous regardez une bouteille, au fait qu'il soit bio, biodynamique, ou nature, ou pas? Ou est-ce que vous n'y êtes pas sensible? Pas du tout. Oh non. Du moment que le vin soit bon. Oh non, moi, le vin qui sent le cul de la vache, pour moi, c'est pas possible. Alors après, il y a des vins en biodynamie.
Par exemple, Château Le Puy, ici, c'est un vin qui est totalement biodynamie. Tout à fait, oui. Pontet-Canet, c'est en biodynamie, biodynamie aussi, oui. Voilà, moi, C'est des très très beaux vins. Voilà, la Romanée-Conti est en biodynamie. Oui, la Romanée-Conti est beaucoup de Bourgogne sont en biodynamie parce que pour la bonne raison que maintenant, moi, je me suis discuté avec des grands vignerons bordelais en disant mais autant c'est possible sur des petites parcelles comme en Bourgogne, autant dans le Bordelais, c'est difficile quand il y a des grands. Alors il y en a Pontet-Canet, par exemple, qui fait quasiment 100 hectares, montre que c'est possible. Oui, la tour est en biodynamie aussi. Oui, c'est ça. Enfin bon, moi là, je ne m'y connais pas assez pour. Mais en tout cas, vous n'y êtes pas. Moi, j'aime bien les sulfites. J'adore que les sulfites. Comme les nounours. Vous savez, les nounours en jaune, orange. Ah oui. Moi, j'adore les trucs. Les quand ça picote. Oui. Non, mais si vous voulez, c'est les vins nature. Voilà, les vins nature, j'ai un petit peu de mal. Après, tout ce qui est biodynamie, évidemment, si c'est bien fait, c'est bien fait. Mais vraiment, je me méfie. J'ai un ami comédien qui s'appelle François Vicentelli qui fait du vin qui sent très mauvais. Et même au bout de 3 heures, ils sont toujours aussi mauvais. Et j'aime pas. j'aime pas. C'est pas. Bon, il y a 2 ans, vous avez attrapé le Covid. On en a parlé tout à l'heure en introduction. Comment ça fait combien de temps aujourd'hui que vous commencez? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. En 2020. C'est très drôle parce que je suis le dernier à l'avoir attrapé. Mais si vous voulez, ça disparaissait au fur et à mesure, le goût. Oui. Alors c'était marrant parce qu'au début, je me souviens, j'avais sorti une très belle bouteille. Et puis, donc je goûte. Ceux qui étaient avec moi goûtent. Il est complètement fermé, ton vin. Je ne pas fermé du tout. Et je dis, ma mère, vous avez le Covid. Donc j'ai pris la bouteille pour moi, puis après je refilé du vieux pape. Mais voilà. Et puis au bout d'un mois, ça a commencé avec la nourriture où pas bon, chocolat notamment. Alors qu'au début tout était formidablement bon, et à la fin du premier mois, vraiment j'avais des goûts notamment le chocolat, qui disparaissaient. Le vin, alors j'en prenais moins parce que c'était du Cahors et puis ça commençait à me taper sur le système. Mais je prenais des spritz. Et les spritz, comme c'est gazeux, donc j'avais quand même quelque chose qui gardait un petit peu sucré. Bon. Et puis quand je suis rentré à Paris après le Covid, là, je me suis rendu compte que plus du tout. J'ouvrais une bouteille. J'avais plus vraiment de sensation, l'odeur, le goût, et puis au fur et à mesure, il n'y avait plus rien. Ça vous a inquiété ça ouais. C'est pas que ça m'a inquiété, c'est qu'on est seul au monde. Oui. Il y a un côté, je m'imagine être aveugle, ce que ça doit donner. Et alors, si vous voulez, je vais faire une digression ici. Moi, je souffrais gamin. Enfin, je suis né comme ça avec une hyper-ouïe. C'est-à-dire que j'entendais absolument tout ce qui se passait dans un restaurant, les gens qui parlaient là. J'entendais tout. Sur un tournage, par exemple, je pouvais arrêter une prise parce qu'il y avait un avion qui passait, que personne n'entendait. Hein. Sauf qu'il allait passer 30 secondes après, sauf que moi je l'entendais à l'avance. Oui. À l'avance. Mais vraiment avant l'ingénieur du son, qui ont pourtant des micros importants, etc. Et j'étais allé voir mon ORL de l'époque et qui m'a dit l'hyper-oui, on peut rien faire. On peut rien faire. C'est simplement un jour vous aurez des acouphènes parce que c'est comme ça. Mais l'hyper-oui, quand vous avez l'hyper-oui, le problème que vous avez, c'est comme c'est un sens qui prend tout. Oui. Vous avez un goût qui est moins développé, vous avez une vision qui est moins développée, un toucher qui est moins développé, etc. Quand les acouphènes sont arrivés,
C'est l'inverse. Qui sont des acouphènes constants. Hein. C'est bzzz, comme ça voilà, tout le temps. Tout à coup, j'ai mieux vu, j'ai mieux senti, j'ai mieux eu le goût. Goûter. Le toucher. C'était incroyable. Alors ça s'est fait petit à petit. Et donc, à un moment donné, c'était extraordinaire parce que j'avais, pour justement le vin, les goûts, C'est chouette. Ça. J'avais des saveurs. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Je ne connaissais pas. Et ça a été un moment, une grande révélation. Donc, quand est arrivé le Covid, ben, j'entends plus, je sens plus. Je sens plus. Ça y est, c'est la vieillesse, quoi. Je suis vieux. Donc, ça a été assez particulier, mais surtout, ça a été un grand moment de solitude. Ouais. Et puis, bon, j'avais interdiction, encore une fois, d'avoir des huiles essentielles. Nathalie Dosset, qui est une grande cantatrice, a eu la même chose, sauf qu'elle, rien n'est revenu, alors qu'elle a de l'huile essentielle partout, dans toutes les pièces de son appartement. Ils font brûler, ils font tout. Et un jour, ça s'est un peu déclenché. Je faisais un sauna. Il y a eu d'un coup, j'ai senti l'odeur du sauna. Je me suis dit, ça y est, bon. Et puis, il y a quelque chose qui est revenu. Mais ça a été très peu. Et en fin de compte, je me rends compte maintenant que les vins que je ressens le mieux sont vraiment les vins les plus tanniques, Donc, je suis vraiment plus sur des Bordeaux, des vins. Oui. Vous revenez aux sources. Oui, Bordeaux, et puis beaucoup quand même les vins très forts, très alcoolisés du sud. Ouais. Donc les Châteauneuf, par exemple. Non, je suis vraiment plus sur un... comment il s'appelle Château Lanégly. Oui, donc on est vraiment sur le... Donc c'est des 16 degrés, quoi. Oui. Ouais. C'est du truc qui... En tout cas, ça me fait de l'effet. Ça fait de l'effet à tout le monde. Oui. La Porte du Ciel, je vous conseille, ça décoiffe. Et puis maintenant, petit à petit, c'est vrai que revient le... Mais j'étais très surpris, justement, avec les dégustations qu'on a faites de Pétrus, justement avec François-Xavier de Maison, que j'étais vraiment pas du tout performant, quoi. Non. Alors qu'avant, je pouvais vous dire, au moins, c'est bon, c'est pas bon. Là, maintenant, je suis... Plus dubitatif, ouais. Ouais. Et alors, vous parlez de François-Xavier de Maison, qui a une excellente mémoire des vins qu'il goûte. Est-ce que la mémoire du dégustateur est la même que pour un comédien? Comment vous êtes entraîné votre mémoire? Alors, lui, ce qu'il y a, si vous voulez, FX, il fait partie d'une grande famille d'alcooliques. Son père va être content. Petit-fils d'alcoolique, fils alcoolique lui-même. Non, il a eu cette culture, lui, dès le début, mais tout le temps. Moi, c'était que mon grand-père. Mon père, il buvait du vieux pape. Du vieux pape, oui. Là, lui, il préparait le vin blanc, donc il avait des vins de la Moselle, il avait des... Et moi, à l'époque, je ne buvais pas. Jusqu'à 20 ans, je ne buvais pas du tout. C'est après c'est avec le théâtre. Si on ne boit pas dans le théâtre, c'est pas la peine. Non, mais c'est vrai, c'est les soupers après. Donc c'est ça, bien sûr. Et puis, c'est là où j'ai été initié. Mais j'ai été initié vraiment aussi à Bordeaux. Il y avait un grand chef qui s'appelait Jean-Pierre Amat, qui, à l'époque, était cours de l'intendance. Tout à fait. Et j'avais fait une dégustation avec lui. Enfin, quand j'avais rencontré son ex-femme, on a déjeuné le lendemain avec lui. Et il m'a dit, on a sympathisé, il m'a dit, demain, si tu veux, je fais une dégustation dans les châteaux, t'as qu'à venir avec moi à 9h du matin. Pareil, c'était en 78. J'ai pas pensé à cracher. Ah oui, c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'étais ivre-mort, mais ivre-mort. Et le soir, pour jouer? Et alors, c'était terrible parce que je suis entré, alors on est entré vers 13h à peu près. Je suis allé directement à l'hôtel, j'ai dormi. Je me suis réveillé avec un mal de crâne, mais terrible. Et la pièce, c'était la concentrée chaud, ça a duré un quart d'heure de plus.
Parce que enfin voilà, j'étais fatigué, quoi. J'étais très fatigué, très fatigué. Et alors cette mémoire, comment vous faites pour l'entretenir, pour l'apprendre, pour apprendre des textes comme ça de... Je ne sais pas si c'est un muscle ou pas, la mémoire, mais moi, c'est mon métier. Donc, je sais que avant, j'apprenais mon texte tout seul. À la suite du premier Covid, vous savez, après, de septembre à décembre, de septembre à novembre, il y a eu des présentations en demi-salle avec masqué. Et puis, ensuite, il y a eu le deuxième confinement. Et là, on m'a demandé de préparer une pièce pour une captation pour France Télévisions. C'était Une heure de tranquillité de Florian Zeller. J'avais le rôle, mais principal. Je ne quittais pas la scène et je n'arrêtais pas de parler. Et c'était, pour ainsi dire, je disais sans arrêt la même chose, mais avec 2-3 mots différents à chaque fois. C'était impossible à apprendre. Et donc, j'ai eu la directrice du théâtre m'a mis à disposition quelqu'un pour me faire apprendre. Et j'y suis arrivé. Disons que avant, quand j'ai commencé dans ce métier, je pouvais apprendre très 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 vite. Et puis au fur et à mesure, en l'âge arrivant, je suis aidé. Et puis ça me prend 3 semaines, 1 mois pour apprendre un texte avec le rôle principal. Mais par exemple, la note, je l'apprends en 1 semaine. Ah oui. Que le matin, puisqu'on répétait l'après-midi. C'est-à-dire que moi, j'étais arrivé, j'avais appris 10 pages. Sophie, elle, qui avait tout ce qu'elle disait dans le premier acte était très, très, très long. Elle avait beaucoup de textes, etc. Le début du deuxième aussi. Et je me suis rendu compte qu'elle connaissait le texte. Et donc après, je ne pouvais pas ne pas me mettre au même niveau. Donc j'ai travaillé le soir en arrivant, travaillé le matin. Et en fin de compte, c'était à celui qui connaîtrait la pièce. Et à la fin de la semaine, je savais le texte. Mais j'ai explosé. J'ai une espèce de burn-out, comme elle. Et tout le monde était explosé, même la metteuse en scène. On a dû arrêter le samedi parce qu'on était épuisés. Le cerveau en chauffe. Oui, absolument. Alors, vous avez fait un exercice avec... vous avez participé à une expérimentation avec Thierry Lhermitte, avec le CHU de Caen, c'est ça, pour Alzheimer, savoir comment le cerveau fonctionne. Comment la mémoire fonctionne. Alors, nous, on n'est qu'au début de l'expérience, c'est-à-dire qu'on est des cobayes. J'avais fait une émission sur la mémoire, parce que la mémoire se met en place pendant la nuit, quand on dort. Étant insomniaque, c'est particulier. Et donc, j'avais rencontré cette dame de Caen qui m'avait donné une montre connectée, n'est-ce pas ? Et je devais porter cette montre 24 heures sur 24. Sauf que comme je tournais sans montre, je n'avais pas la... Donc je portais la montre dès que j'avais fini de tourner jusqu'à ce que je retrouve le plateau. Pendant 2 jours, j'avais sur mon application, vous avez dormi 6 heures, vous avez dormi 7 heures, vous avez dormi machin. Bien sûr. Bravo, tu vois, c'est bizarre, j'ai dormi 6 heures, 7 heures, ça m'étonne, enfin bon, peu importe. Et puis un soir, une nuit, je n'arrive pas à dormir. Parce qu'il se trouve que j'avais à apprendre une scène qui était très difficile pour le lendemain, mais en plus, j'apprenais tout mon texte de théâtre que j'allais jouer en septembre. Ça, je vous parle, c'est au mois d'août, avec Nils Arestrup. Donc, c'était aussi beaucoup de textes à apprendre, etc. Et je passe une nuit blanche. Mais quand j'ai une nuit blanche, je passe une nuit blanche. C'est-à-dire, j'étais assis sur mon lit, j'étais avec mon texte, tac, tac, je me levais, j'arrêtais pas de me lever, je prenais un autre texte, j'apprenais, je passe la nuit blanche, mais vraiment la nuit blanche. Et là, vous avez dormi 7 heures, bravo. La montre, bang. Et je fais l'émission, je rencontre cette femme parce que je ne l'avais pas rencontrée avant, et je lui dis c'est de la merde votre truc, voilà la montre, et je lui explique. Bon. Et puis elle me dit écoutez, est-ce que ça vous intéresserait de faire une expérience sur la mémoire? Je dis oui, bien sûr, avec plaisir. Elle dit mais est-ce que vous connaissez des comédiens qui pourraient éventuellement participer à l'opération? Je dis avec grand plaisir. Je téléphone à Thierry Lhermitte parce que Thierry Lhermitte est un scientifique, il adore ça, voilà. Tout à fait.
Et donc Thierry accepte. Tous les comédiens que je connaissais, dont la mère, le mari, le frère avait Alzheimer, ont tous dit oui, parce qu'on pouvait savoir si on l'aurait ou pas. Et puis voilà, puis on se retrouve à Caen, et là, on nous fait apprendre une page qui n'avait absolument ni queue ni tête, en disant apprenez ce que vous pouvez. Donc, chacun dans sa chambre, on apporte à chacun le texte, Oui. et une demi-heure après, arrive la personne qui vous interroge, qui vous dit qu'est-ce que vous avez retenu, voilà, allez-y, tac, tac, il notait. Après, il attendait 20 minutes, il dit on recommence. Donc, et puis, après, le lendemain, on passait un IRM. Un IRM, oui. Avec, bien spécifique, parce qu'on n'a pas le droit de parler dans l'IRM, et on devait dire toujours le texte. Donc, inutile de vous dire que, pour moi, en ce qui me concernait, j'avais appris la moitié du texte. Quand on m'a demandé 20 minutes après de dire ce que je savais, la moitié était partie. Et le lendemain matin, l'horrible comédien que je suis a fait... Voilà, l'escroc, quoi. Donc, mais le problème, c'est qu'on était tous dans le même cas, parce que, il y avait une comédienne qui elle, a réussi les 2 premiers, mais le lendemain, elle ne savait plus grand-chose. Mais moi, elle sert à quelque chose, à apprendre un texte et à le restituer, mais pas à restituer un truc qui ne me sert à rien. C'est ça le problème. C'est pour ça, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, mais vous allez avoir des étudiants, vous allez avoir des gens qui travaillent dans toutes les dans tous les métiers du monde, etc. Par exemple, du théâtre, il faut prendre une pièce de théâtre. Et puis, on apprend une page de théâtre. Bien sûr, ouais. Un cordonnier, vous lui faites un truc sur son métier de cordonnier. Et puis, pareil pour le boucher ou pour je sais pas quoi. Ou pour le droit, pour les étudiants. Sinon, pourquoi voulez-vous qu'on retienne un truc qui n'a aucun intérêt ? Et donc, ils sont en train de retravailler là-dessus pour refaire l'expérience. Ouais. Mais c'est une expérience qui se fera sur 5 ans, parce que faut vraiment trouver exactement ce qui peut intéresser aussi les gens à, bien sûr, oui. À retenir quelque chose, quoi. Moi, si vous voulez, en plus, par exemple, je joue une pièce, l'Avant-Blanote, je l'ai jouée en 23, décembre 23, c'était terminé. Bon, on reprend en janvier 20. Non, 20, qu'est-ce que je raconte ? Oui, pardon, on prend en janvier 25. Moi, j'avais joué autre chose entre-temps. Il m'a fallu une journée pour réapprendre tout. C'était resté là. C'était resté là. Entre-temps, moi, j'ai joué Freud. Justement, là, le mec téléphonait. Et je ne sais plus, mais une réplique, puisqu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de tournée, donc je ne sais pas. Là, j'avais fait des sketchs de Poiré et Serrault. On va reprendre. Comme par hasard, ça revient. Et c'est ça. C'est fascinant. Mais quand... moi, ça ne me sert plus à rien, ça ne me sert plus à rien. Et par exemple, au cinéma, vous avez... vous travaillez très peu, finalement. Vous faites 3 minutes utiles par jour. Donc, vous avez, mettons, je sais pas, 2 scènes. Les 2 scènes sont finies. Waouh, c'est parti, quoi. C'est dans un tiroir. Si vous avez des retakes, vous verrez tous les comédiens faire une mine de... des retakes, il faut tout apprendre. Ça, c'est fou, ça. Et alors, à part des gens comme François-Xavier de Maison, qui, lui, a 2 mémoires, cette mémoire olfactive, et puis la mémoire... Mais lui, il a cette mémoire-là, c'est extraordinaire, parce que franchement, on en a parlé. Hein, oui, tout à fait. Il connaît le vin de façon absolument incroyable. Ça, c'est vrai, il a une très grande culture du vin. Ah ouais. Et il le boit bien. Hein. Il le boit bien. Il est jeune encore, il est jeune. Oui. Il y a un moment donné aussi, quand on vieillit, on ne peut plus. Alors, vous êtes né en 1952. Est-ce que vous avez eu l'occasion de goûter des vins de votre année de naissance ? Alors, j'ai eu la chance.
façon de parler. À la Romanée Conti, on a fait. Alors, Ah oui, c'est une chance. oui, à la Romanée Conti, il faut savoir que 45, il y a eu le phylloxéra. Oui. 52 est une année mythique pour la Romanée Conti parce que c'est la première année où il y a eu oh, qu'on appelle ça, la première bouteille a été faite en 52. Mise en bouteille on au m'a château. fait goûter à un Richebourg 52 qui n'avait pas quitté le domaine. Donc on a ouvert. C'était formidable. Tac. Au nez, c'était inouï. On boit. Et plus rien. Mais alors, plus rien du tout. C'était incroyable. Mais c'était inouï. Au nez, il y avait le nez Tout était là. On met à la bouche. On avale. Mais pas 7 Caudalie. Incroyable. Ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé, un truc comme ça. J'ai bu un 52 de Cheval Blanc que Pierre Lurton a eu la gentillesse de m'ouvrir. Formidable. Là, il est resté, par Il contre. dit 52, ça a été une année épouvantable en Bordeaux. À Bordeaux, oui. Ouais. Et pas chez Cheval Blanc. Ou alors peut-être qu'il a changé l'étiquette. Et je pense pas. Mais en tout cas, Pierre, j'espère que tu n'es pas dans la salle pour entendre ça. Alors, on va lui foutre 52, il va être content. Mais non, c'était incroyable. C'était super bon. Ouais. Et alors, quels sont les grands vins qui vous ont plus ému? La Tâche. C'est pas mal. Ouais, La Tâche, ça m'a beaucoup ému. Alors, Cheval Blanc, Pétrus, Le Pin, Angélus. Alors, moi, j'étais père de la Jurade et j'étais chez Berliquet. Oui. Et j'ai bu un Berliquet 2005 qui était inouï. Et il est passé devant tout le monde en dégustation à l'aveugle à la Jurade. Ah, le concours, oui. Oui, à la Jurade. Ils faisaient tous la gueule. Et c'est vrai qu'il était incroyable, ce Berliquet. J'ai bu un vin étonnant dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle les Portes du Ciel, La Porte du Ciel, de Château-Lanégly. Et donc, est un vin de la Clappe. Voilà. Et ce vin-là, je l'ai goûté à 18h. Je bois 16 degrés. Hein, donc, et puis, quand on a marqué 16 degrés, ça veut dire 17. Hein, facile, 18 même. Et je bois ça, le nez. Et puis après, je bois tout le verre. J'étais bien. Ensuite, on va au restaurant. On boit 2 autres vins. Je sors du restaurant. Donc, c'était à Nice, hein, c'est la petite maison. Je sors du restaurant et j'ai les Caudalie qui reviennent des Portes du Ciel. Et ça, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et là, je fais waouh. Bon. Ça, Y. Dickem. De Saint-Laurent. Non. Y Dickem. Y Dickem, où là, je dois dire, c'est un vin qui est tellement surprenant avec un nez sucré. Et puis quand on goûte, c'est un vin sec. Ça, c'est un vin qui m'a vraiment. C'est le vin qui m'a le plus surpris. Et non, mais et puis en Bourgogne, oui, il y en a quand même eu un paquet de très bons, quoi. Puis des blancs, des morceaux magnifiques, puis des côtes rôties, puis un château Rayas, et puis voilà, enfin il y a plein. Ah, c'est pas mal. Non, mais c'est. Ouais, là, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Et puis le vieux pape, certains vieux papes, ils sont très très bons. Bon, et vous restez quand même amateur de Bordeaux. Ah oui. Ouais. Ben oui, c'est votre oui, Madeleine de Proust. Voilà, c'est ça, c'est le retour aux sources. Et mon grand-père, lui, avait été initié par sa belle-fille, qui était bordelaise, qui s'appelait Martine Tesser. Et donc, là, c'était une famille de négociants de vin. Donc, voilà. Et, de toute façon, la femme de votre oncle, c'est ça? Ouais, c'est ça. De toute façon, ah, il y a le feu. Voilà. Hein? C'est un petit feu. Et il dit, de toute façon, c'est la rive droite ce qu'il y a de meilleur dans le. Moi, je trouve pas que ce soit. Enfin, j'aime bien. Mais la rive gauche, il y a quelques petites. Ouais. Bon, Pauillac, hein, pas mal. Pas mal, Pauillac. Ouais, pas mal.
Pas mal. Margot, c'est pas mal aussi. Oui. Non. Puis si on descend un peu, on appelle ça Cléognan. Oui, c'est ça, absolument. Oui. Et d'ailleurs, ce soir, on va, après l'entretien, on va découvrir un Pessac léognan, château Rochemorin, de la famille Lurton. Voilà. Alors, pas Pierre Lurton, attention. Non, Jacques. En tout cas, merci infiniment, François. Ben, merci à vous. C'était un moment incroyable. On va passer aux questions du public. Ah ben voilà, s'il y en a. Hein, n'ayez pas peur. Hein. Et puis, pour ceux qui nous suivent sur Zoom, vous pouvez mettre vos questions, taper vos questions, je les aurai là. Sans blague. Il y en a? Ah, il va y en avoir, oui. J'en suis certain. Alors, est-ce qu'on peut rallumer? Alors, vous allez avoir un micro qui va circuler, qui est une mousse carrée. Une mousse carrée? Voilà, le micro est dans un petit truc en mousse. Oh la vache! Et on peut le lancer comme un ballon de rugby. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Exactement. Ah, première question, là. Loïc? Là. Ouais. Juste pour info, parlez dans le disque proche. Quand vous faites une passe, faites attention aux caméras. Voilà. Vous pouvez faire des sauts de puce, hein, vous n'êtes pas obligé de la toucher directement. Non, regardez. Ah, c'est un truc en mousse, c'est fait exprès. Oh la vache! C'est très léger. Voilà. Vous avez parlé de beaucoup de vins. On n'a pas entendu parler de vin d'Alsace. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas écouté, j'ai pas entendu. Beaucoup de vins, de beaucoup de régions de vins. Alors, je connais pas, je connais très peu les vins d'Alsace, c'est vrai. Mon problème, voilà, mon problème, c'était mon père. Mon père qui buvait les vins d'Alsace, de Moselle, etc. Et je ne me suis jamais très bien entendu avec mon père, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a les Gewürztraminer, j'aime plutôt bien parce que c'est des vins qui sont très fruités. J'aime plutôt ça. J'aime plus les Gewürz que les Riesling. Mais enfin, j'y connais pas grand-chose, à vrai dire. C'est vrai que je ne connais pas cela. Alors, les vins étrangers, très étrangement, j'ai bu. À un moment donné, je jouais une pièce au Théâtre de la Madeleine et il y avait un restaurant en face qui était tenu par un sommelier et qui ne vendait que des vins étrangers. C'est particulier quand même de vendre des vins étrangers à Paris. Et il m'a fait découvrir des vins extraordinaires, des Syrah du Chili, des Syrah alors faits par des Français, mais justement, ça qui était intéressant, c'est que c'est des Syrah qui sont plutôt en hauteur, mais pas trop. Donc, c'est à peu près 22 degrés au niveau de la température, qui est une température constante. Il m'a fait goûter des pinots noirs aussi de là-bas. Et c'est vrai que c'est complètement étrange de goûter des vins qui ressemblent à des vins français, mais qui n'ont strictement rien à voir, qui sont beaucoup plus doux, beaucoup plus... Enfin, voilà, j'ai fait des grandes découvertes. Alors, il y a les vins épouvantables qui sont les vins de canadiens. Du côté de Toronto, par là, ils sont à côté des chutes du Niagara. Et j'avais tourné un film là-bas, donc on m'avait imposé d'aller goûter. Mais comme là-bas, ils mettent du bois dans le vin, donc c'était vin boisé, c'était pas vraiment imbuvable. Et eux étaient très contents, ils disaient que c'est très bon. Et moi, je disais, non, pas bon, pas bon. Et non, puis j'ai eu des grandes surprises en Afrique du Sud, avec des très très bons vins, et puis avec oui, alors, j'ai reçu un cadeau de LVMH, j'ai trouvé encore de vin chinois. Je n'ai pas goûté. Je vais attendre un peu, je sais pas. Quelqu'un que j'aime pas. Ouais, ou alors, tiens, FX, à François-Xavier de Maison. Qu'est-ce que il va le trouver, il va le trouver. Qu'est-ce que c'est? Chinois, ça. Il est capable. Non, voilà. Non, j'ai plein de... Non, et des vins d'Australie, voilà. Je connais... Non, c'était pas des Bourgognes australiens, c'est pas... Mais qui sont d'un très bon niveau, je trouve. Donc voilà, si j'ai répondu à votre question, j'espère. Alors, moi, j'ai des questions sur Zoom. Ah, il y a une dame là. Une question.
Oh la vache. Oh, c'est beau ce ballon de rugby. Bah, c'est vrai qu'on est à Bordeaux, l'UBB. Voilà, l'UBB, exactement. D'abord, je vous remercie d'être ici. C'est super de vous voir de si près. J'ai une question, mais qui n'est pas vraiment sur le vin. C'est sur l'image qu'on a devant nous. Quels sont ces tableaux derrière vous? Ah, merde, j'ai pas vu. Ben, comment on a eu ces... je sais pas. Alors c'est C'est chez vous, ça? C'est dans ma salle à manger. C'est dans ma salle à manger. C'est 2 tableaux d'une peintre qui s'appelle Gotchois, qui est à la galerie Feli, et c'est une artiste qui a énormément de talent. Mais il n'y a pas de vin. Il y a des fleurs à gauche, et là c'est une maison qui serait plutôt une maison italienne. Je vous remercie. Voilà, elle s'appelle Gotchois. Alors, moi j'ai 2 questions sur Zoom qui n'ont rien à voir avec le vin, mais qui est le théâtre. C'est quel est votre plus beau souvenir au théâtre? Le plus beau? Oui. Je crois que... Alors, j'ai 2 très beaux théâtres. J'ai 2 très beaux souvenirs. J'ai eu un souvenir d'une pièce qui s'appelle 2 hommes tout nus, de Sébastien Thierry, où, d'abord, c'était complet. C'était moi qui avais le rôle principal. Donc, déjà, c'est agréable d'avoir des... Mais surtout, c'est que le public avait des crises de fou rire. C'est génial. Et ça, c'était la première fois de ma vie que ça arrivait. Mais les gens avaient des crises de fou rire. Et des gens disaient « Arrêtez maintenant, arrêtez !» Vous ne pouvez pas s'arrêter de rire. Et ils ne pouvaient pas s'arrêter. Et à un moment, nous, on était obligés de monter sur les rires parce qu'on ne pouvait plus nous entendre. Et puis, ce sont des genres de spectacles où si on s'arrête, c'est fini. On peut pas. Y a pas. C'est vraiment sur le rythme, sur le rythme. Et à un moment donné, alors le problème, c'est que c'était cette fameuse pièce, le fameux théâtre où il y avait ce restaurant où je buvais tous les soirs 3 bouteilles de vin. J'étais ivre mort. Et en fin de compte, j'étais fatigué parce que je dormais peu et je buvais beaucoup. Et donc, vers le 20 décembre, à peu près, on a matinée, soirée le samedi. Et en matinée, les gens hurlent de rire. Et à un moment donné, moi, je monte et je devais dire, mais son mari, il est sourd aussi. Il est sourd, voilà, il est sourd, son mari est sourd. Et je monte tellement fort que je me claque la voix, les cordes vocales. Je fais ce qu'on appelle un couac, les claquages des cordes vocales. Ça fait ça. Et ça fait ça. C'est bizarre, hein? Alors c'était avant que l'odorat, c'est qu'on avait plus l'oreille, plus machin. Et c'était avec Isabelle Gélinas, qui éclate de rire parce qu'elle pense que je fais un effet comique. Et j'étais vraiment... Donc Isabelle fait, oui, bon, alors qu'est-ce qu'il a son mari? Donc quand il a médecin dans la salle, etc. Donc le médecin arrive et me dit, prenez quelque chose de chaud. Donc je bois quelque chose de chaud. Et puis tout à coup je parle. Je dis, on y retourne. Donc après j'ai dû... et en fin de compte, ça a duré 3 jours. J'étais à la cortisone, mais c'était un souvenir pour moi qui a été exceptionnel. Ah ben j'imagine. Et puis mon souvenir exceptionnel, c'est en ce moment vraiment avec Sophie, où je dois dire, il n'y a pas... Pardon, c'est avec Sophie parce que c'est vraiment une partenaire idéale. La pièce est brillante, intelligente, drôle, émouvante. Et c'est un grand souvenir de théâtre. Ah, c'est magnifique. Voilà. Et je crois que celui-là, il va rester longtemps. Parce qu'il y avait une autre question, c'était quelle est votre pièce de théâtre préférée que vous avez le plus aimé jouer? Là, non, c'est 2 hommes tout nus. C'est celle-là que j'ai. Pour le coup, c'est celle-là que j'ai préféré jouer parce que c'était, il y avait une osmose avec le public absolument extraordinaire. Et en tournée, c'était partout pareil. Les gens hurlaient de rire, mais hurlaient de rire. Et on a même eu, je vous dis, des représentations où les gens sortaient parce qu'il y avait quelqu'un qui a dit « Je fais pipi, je fais pipi. » Faites.
Faites, on s'arrête, faites. C'est terrifiant. Et par contre, j'ai la pire, parce que il y a ça aussi. Ah oui, il faut C'est avoir la pire. quelquefois, il y a ce qui peut arriver de pire. Et on fait à peu près tous le même cauchemar. On arrive sur scène et le rideau se lève, il y a plein de monde et ben oui, mais on n'a pas répété. C'est vraiment ça. Hein. Ah oui. Ben, on n'a pas répété. On n'a pas répété. Et puis là, on se réveille, on est en sueur et voilà. Et je joue une pièce qui s'appelait Dialogue dans le marécage de Marguerite Yourcenar. Et donc, il y avait 3 personnages. Donc, il y avait le prince, moi je jouais l'ermite, et puis derrière, il y avait la princesse. Donc, le prince avait un monologue de 2 pages. Après, il se levait, il venait voir l'ermite, il avait un monologue d'une page. Moi, je répondais avec un monologue de 2 pages. Lui, il me revenait avec... C'était que des monologues. Hein. Et bon, enfin, j'avais, je sais pas, une dizaine de monologues. J'avais grosso modo 10-12 pages de monologues. La princesse avait 8-9 pages et lui en avait 30. Voilà. La pièce de rideau se lève, il commence, et à la moitié de son premier monologue, il se lève et il s'en va. Et on n'a plus jamais revu. Non. Donc le metteur en scène qui était là, enchaîne. On peut pas enchaîner, ça ne veut rien dire. Enfin bon. Donc j'enchaîne. Et puis, je l'entends au lointain dire à la princesse « Enchaîne !» La princesse enchaîne. Après, il revient « Enchaîne !» Enfin, ça a duré 25 minutes. Et au bout de 25 minutes, le rideau s'est... Et les gens étaient très contents parce que, finalement, c'était un peu chiant. Puis enfin, c'est pas que c'était chiant, c'est que ça voulait rien dire. Donc, ils étaient très contents que ça termine. Quoi. Donc, on a eu des gros applaudissements très nourris. Et puis... Merci d'avoir fait si vite. Voilà, c'est ça. Et puis après, le comédien est revenu, mais le lendemain. Et puis, quand je lui ai dit, mais t'as un missel, tu mets ton texte dans le missel, et puis voilà où est le problème. C'était sa dernière pièce. Ouais. On va prendre une dernière question, s'il y en a dans le public. Oui, il y en a plein. Ah. Alors, on va prendre 2 questions. Madame, allez-y. Bon, très heureux de vous voir, monsieur François Berléand. 2 petites questions. D'abord, la première, je m'imagine quand vous êtes aux grosses têtes, parce que je suis un fan des grosses têtes, et en s'offrant la poire, rien qu'à vous écouter, et vous faites rire tout le monde. Ça, c'était la première. Et la deuxième, est-ce que vous accordez beaucoup d'importance les mets et les vins quand vous êtes... Les mets et les les vins. accords et les vins. Les accords, mais les vins. L'accord, mais vins. Ah oui. Bon, voilà. Oui. Non, mais évidemment, bien sûr. Nous avons... J'ai mon administrateur de tournée qui est là, et je peux vous dire que quand on commence à réserver dans un restaurant, après on commande les plats, et puis on dit qu'est-ce qui peut bien aller avec ça, voyons. Alors on va prendre un petit vin blanc, on va prendre un petit vin rouge, bon alors il y a ça en vin, bon le blanc pour on s'en fout, et puis enfin quand on boit les meilleurs vins tous les deux, parce que c'est toujours pareil, quand on est une dizaine, il y a toujours 8-9 qui ne comprennent rien au vin. Et donc, on leur file la piquette. Et puis, nous, Le vieux pape. Le vieux pape. On leur donne le vieux pape. Et pardon, j'ai pas bien compris la première question. Vous êtes fan des... Fan des grosses têtes. Eh oui, bah oui. Oui. On s'amuse bien. Bah oui, c'est drôle, les grosses têtes. Vous êtes très doué, là. On s'amuse beaucoup. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que je foutais là. C'est-à-dire qu'il y a, comme il y a beaucoup de gens comiques, quand ils se disent, je dois faire rire coûte que coûte, comme Sébastien Toen, par exemple. Donc Sébastien Toen, dès qu'il y a quelque chose, il commente. En général, il est toujours à ma droite. Et donc, mes acouphènes, je dis toujours, oh là là, j'ai mes acouphènes qui me font mal. Mais c'est vrai qu'il faut trouver sa personnalité. Je commence enfin un peu à... Je fais du comique de répétition, ce que j'adore. Et puis
Et puis je leur dis, bah, écoutez, moi j'arrive souvent à dire, vous savez, j'ai fait quand même transporteur 1, transporteur 2, transporteur 3, les choristes, donc voilà, quand tu arriveras à ça, tu me parles. Voilà, donc c'est ça. Et puis surtout, c'est que je n'ai jamais une réponse. C'est rare. Parce que si c'est pas sur le vin, il n'y a jamais de question sur le vin. Sur le rugby, ça va, je peux répondre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions aussi sur la littérature. Mais il y a vraiment beaucoup de questions. Comme je ne regarde pas la télé, ouais. Qui chante ça, j'en sais rien. Voilà, On s'en fiche. Ouais. Je suis vieux, hein, c'est ça. Alors il y a les deux vieux, il y a Junio et moi. Et là, quand on est tous les deux, alors ils posent un peu plus de questions. Ou alors quand il y a notre ministre aussi qui... Ah, Roselyne Bachelot. Oui, Bachelot qui voilà. Alors c'est toujours des questions politiques ou des questions musicales. Et quelquefois, elle ne répond pas. Et donc, moi j'ai fait... Et là, moi, je suis plutôt bon camarade. On va prendre une dernière question. Oh, bah, Hop là. Ah oui, oh, attention. Ah, bah voilà. Putain, mais c'est génial, le truc. Oh, Pierre. Merci. Bonsoir, monsieur Berléand. Mais c'est génial. Pardon, mais il faut le vendre. Je vous l'envoie après. Merci beaucoup pour cette soirée. On passe un très bon moment avec vous. Moi, j'avais une simple question. C'est par rapport au vin qu'on va déguster juste après. Parce que c'est un vin que je connais, parce que moi, j'apprécie beaucoup les Pessac-Léognan. Et donc, quel est le lien entre vous et le vin qu'on va déguster après? Ah, aucun. Aucun. La seule chose, c'est que c'est un amateur de Bordeaux. Là, pour le coup, en Pessac-Léognan, je ne connais pas beaucoup de Pessac-Léognan. Et puis, bon, on aurait pu prendre le plus grand quand même. Ça aurait été pas mal. Alors, je ne sais pas si on aurait eu assez. Non, je ne le connais pas. Franchement, je ne le connais pas. Je vais le découvrir en même temps que vous. Non, c'est plutôt bon, le Pessac. Oui. Alors après, il y a Pessac et Pessac, c'est ça. Toujours pas le même. Comme il y a Pauillac et Pauillac, comme il y a le Clos des Papes. Non. Alors, il y a le Clos des Papes, mais c'est pas la même chose que le Vieux Pape. Le Vieux Pape, pardon. Comme il y a Vieux Pape et Vieux Pape. Parce que le Clos des Papes, c'est un très, très grand. Il y a des Vieux Papes exceptionnels. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment. C'était un vrai plaisir. Il n'y a personne sur Zoom. Ah si, ça y est, c'était les questions là sur le théâtre, les pièces préférées, tout ça. Ah, pardon. Donc, et vous y avez répondu. On va passer à la dégustation. Je vous remercie infiniment pour la soirée. Merci beaucoup. On se retrouve le 13 mai prochain avec Claire Villard-Lurton, qui est propriétaire des châteaux Ferrières et Aubage Libéral. Et vous verrez, c'est une vigneronne passionnée qui a redéfini le style des Pauillac et de Margaux, avec des vins très fins qui sont absolument incroyables, qui est en biodynamie d'ailleurs. Et elle a beaucoup de choses à raconter, vous verrez, c'est magnifique. Merci à la régie, merci à l'équipe de la Cité du Vin de nous accueillir comme ça à chaque fois, à Achat Millésime des Achat Location pour son mécénat. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. C'est du Pessac-Léognan, ça?